Par une nuit sombre et pluvieuse, on découvre un campement délabré. Une enseigne usée révèle son nom, la secte de la peste noire. Une silhouette mystérieuse vêtue d'une cape noire et d'un chapeau conique traditionnel, épée en main, monte les escaliers vers l'entrée de la secte sous une pluie battante. Alors que la silhouette se tient devant la porte, un énorme éclair déchire le ciel, illuminant cette scène inquiétante. Le sabreur solitaire se tient maintenant dans la cour, complètement encerclé par un grand groupe d'assassins armés qui l'attendaient. L'un des assassins, le visage sombre, hurle de colère et d'alarme. Il est là. Le sabreur sans nom est là. Ses camarades répètent l'ordre. Tuez-le. Sans un mot, le sabreur sans nom passe à l'action, sa silhouette devenant floue alors qu'il fonce dans la foule d'assassins. En un éclair, le sabreur tranche plusieurs adversaires, leur corps s'effondrant tandis qu'il se déplace à une vitesse mortelle. Il devient un tourbillon de mort, sa lame étincelante alors qu'il affronte seul le groupe entier d'assassins. Le sang éclabousse sous la pluie alors que le sabreur sans nom poursuit son assaut implacable, son épée faisant mouche encore et encore. Un gros plan montre le visage d'un assassin couvert de sang, un air de choc figé sur ses traits alors qu'il tombe victime de l'attaque du sabreur. Jetant un coup d'œil sous son chapeau, les yeux du sabreur sans nom sont emplis d'une froide détermination alors qu'il avance inexorablement dans la cour. Les assassins restants hurlent « Tuez-le !» Une fois de plus. Le sabreur sans nom répond en plantant fermement son pied au sol, se préparant au prochain assaut. Une autre entaille puissante envoie une gerbe de sang dans les airs alors qu'un assassin est abattu. Même encerclé, le sabreur se bat avec une compétence inégalée, esquivant et contrant gracieusement chaque attaque tout en fauchant ses ennemis. La lame du sabreur tranche un autre ennemi d'un coup brutal et fatal. Vu en contre-plongée, le sabreur sans nom apparaît comme un vortex en mouvement, se faufilant sans effort entre ses adversaires. Soudain, un grand assassin musclé, entouré d'éclairs crépitants, apparaît en le regardant avec un sourire dément. « Je t'ai eu, enfoiré !» rugit-il. Alors que l'assassin géant abat son arme, le mot « requin » apparaît, signifiant son attaque spéciale. Le sabreur sans nom lève les yeux, imperturbable. Dans un éclair de lumière aveuglant, le sabreur sans nom déclenche une contre-attaque dévastatrice, submergeant son puissant adversaire. L'homme musclé est touché, les yeux écarquillés d'incrédulité alors que le sang jaillit de son corps. Comment, même par derrière, pense-t-il. L'œil froid du sabreur sans nom reflète sa victoire. La pluie battante continue de tomber sur la cour désormais silencieuse. La main sans vie d'un assassin gît dans une flaque, son épée tombée à côté de lui. Le sabreur sans nom se tient seul, silhouette solitaire au milieu d'une mer de cadavres, la bataille est gagnée. Après avoir vaincu les gardes, il se dirige vers le bâtiment principal. À l'intérieur, une silhouette en robe blanche avec un emblème de serpent l'attend dans l'obscurité. La silhouette qui l'attend se révèle être un vieil homme aux longs cheveux blancs et un masque sur la bouche. En tant que chef apparent de la secte de la peste noire, il lève les yeux avec un sourire sinistre, anticipant la confrontation. Finalement, le sabreur sans nom atteint le sanctuaire intérieur. La foudre éclate, illuminant dramatiquement la scène alors qu'il se retrouve face au chef de la secte, plantant le décor de leur duel inévitable. Les deux guerriers se font face sous la pluie. Le chef de la secte de la peste noire le fixe intensément, un regard menaçant dans les yeux en demandant « Alors c'est toi, le sabreur sans nom ?» Le sabreur sans nom reste silencieux, le visage caché par son chapeau, n'offrant aucune réponse à la question. Le chef se moque de l'apparence du sabreur. « Hé ! Si tu es un justicier, pourquoi es-tu si bien emmitouflé ?» Depuis l'ombre de son chapeau, le sabreur donne une réponse simple et glaçante. « Parce que je n'en suis pas un. » Les yeux du chef se plissent, insistant sur le sujet. « Tu n'es pas un justicier? Alors pourquoi chasses-tu et tues-tu la faction hétérodoxe ?» Le monologue intérieur du sabreur commence par une déclaration. « Je ne suis pas. » Un gros plan dramatique révèle les yeux du sabreur sans nom brillant d'une rage cramoisie. Il termine sa pensée. « Un sabreur vertueux. » Le chef de la secte observe, stupéfait par cette révélation. Le chef rejette la tête en arrière et rit de manière maniaque. « Hey, hey, alors tu les as tous trompés, » dit-il en se couvrant le visage de la main. La silhouette du sabreur domine le chef assis, ses yeux rouges perçant l'obscurité. « Je n'ai trompé personne, » déclare-t-il froidement. « Ils ont simplement cru ce qu'ils voulaient croire. » Le chef, trouvant la situation amusante, commence à dégainer sa propre épée alors qu'une énergie bleue crépite autour de sa main. « Quel homme intéressant tu fais !» muse-t-il, puis ajoute avec résolution. « Même si je dois traverser la rivière des morts aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurai de regrets. » Les yeux brillants maintenant de rouge, le chef de la secte libère son pouvoir alors que des serpents spectraux s'élèvent derrière lui.
Il brandit son épée et hurle. « Viens alors. Que tu sois le sabreur sans nom ou non, tu es venu pour me tuer de toute façon. » Le sabreur sans nom s'élance, sa lame laissant une traînée rouge alors qu'il entame son attaque. Le chef de la secte égale la réactivité de son adversaire, sa propre épée brillant d'une aura bleue menaçante alors qu'il se prépare à frapper. Les deux combattants foncent l'un sur l'autre. Le temps semble ralentir à l'extrême, capturant les gouttes de pluie individuelles en plein vol avant qu'une seule goutte ne frappe une flaque, signalant le moment de l'impact. Un gros plan montre la concentration intense du sabreur sans nom, son œil brillant d'une lumière rouge ardente. L'œil du chef de la secte est également montré en très gros plan, reflétant sa propre détermination féroce et le choc imminent. La bataille est terminée en un instant. La scène s'éloigne pour un plan large du complexe alors que la pluie continue de tomber. Le chef de la secte de la peste noire s'effondre à genoux tandis que son épée tachée de sang claque au sol. Le combat est fini. Le sabreur sans nom se tient victorieux, une petite coupure sur la joue étant le seul dégât qu'il a subi. Il rengaine calmement son épée. Comme pour marquer la fin de la bataille, un éclair brillant illumine le ciel sombre et nuageux. Le sabreur retire enfin son chapeau, révélant le visage d'un jeune homme aux cheveux noirs. La pluie et le sang coulent sur son visage alors qu'il tient son épée ensanglantée, l'expression lasse mais résolue. La scène change complètement. La pluie sombre est remplacée par un fond blanc tandis que de délicats pétales roses tombent, l'un atterrissant doucement dans une mare de sang. Cette nouvelle scène est un tableau macabre. Le sol est glissant de sang là où gît une tête décapitée, entourée de pétales roses tombant doucement. La caméra se concentre sur le dos d'un guerrier, montrant un emblème circulaire complexe sur son uniforme alors que les pétales roses continuent de tomber autour de lui. La scène bascule vers un vaste champ de bataille sous un ciel rouge sang. Une armée massive est rassemblée sur le grand escalier menant au temple de la secte du Mont Hua, l'air épais de tension avant une bataille monumentale. Parmi les troupes, un conseil de maîtres d'arts martiaux estimés, dirigé par un moine formidable, observe la sombre situation. Ils sont sans voix, l'un d'eux laissant échapper un soupir consterné face à l'ampleur du conflit à venir. Regardant la mer de corps au pied du grand temple, l'un des maîtres visiteurs se lamente. Dire que le Mont Hua que j'ai connu finirait comme ça. Le moine dirigeant joint ses mains, prononçant une prière solennelle pour les morts, Amitabha. Un autre maître s'écrie dans un mélange de fureur et d'incrédulité. C'est l'œuvre d'un démon. Qui sur terre a souillé le Mont Hua avec autant de sang? Juste à ce moment, son compagnon l'alerte. Attends, quelqu'un arrive. Depuis l'entrée du temple, une silhouette solitaire est vue marchant lentement vers eux, piétinant le champ de cadavres. La silhouette, un vieil homme dans une robe en lambeaux avec un emblème de fleurs, trébuche vers l'avant, murmurant faiblement. Le mont Hua est anéanti. Un chef avec une moustache distinctive reconnaît le survivant avec choc et s'adresse à lui par son titre. Un maître de l'épée à la fleur de prunier. Tu es encore en vie. Le maître de l'épée mortellement blessé lève les yeux, du sang coulant de ses yeux, et révèle l'horrible vérité du massacre. Par juste une seule personne. Un flash de lumière rouge violente montre le moment où une personne a été oblitérée, un bref aperçu de la puissance écrasante qui a détruit la secte du Mont Hua. Sentant le danger imminent, le chef moine rugit un ordre aux forces alliées derrière lui. Il arrive. À vos positions. Bloquez-le. Une autre explosion violente d'énergie rouge et de sang éclabousse l'écran, montrant la vitesse et la puissance dévastatrice de l'attaquant invisible. Les forces alliées se préparent alors qu'un flou rouge, l'attaquant, réduit la distance en un instant. Un gros plan montre l'un des maîtres d'arts martiaux, en sueur et serrant les dents alors qu'il se prépare à affronter l'ennemi incroyablement rapide. Dans un éclair de lumière, l'attaquant, apparaissant comme une silhouette rougeoyante, abat brutalement l'un des maîtres. Enragé par le massacre, le chef moustachu hurle dans le chaos. « Espèce d'enfoiré! Montre-toi tout de suite !» La scène montre un pied atterrissant dans une mare de sang, suivi d'une main émergeant de l'entrée du temple, tenant nonchalamment une tête coupée dégoulinante. Les grandes sectes du monde martial, les dirigeants de Shaolin, Wudang, Qingsheng et Nangung, se tiennent ensemble, observant dans un silence sinistre. Le tueur se révèle enfin. C'est le même jeune sabreur du raid nocturne, maintenant torse nu, avec une expression d'ennui sur le visage. Il remarque nonchalamment à l'armée assemblée « Vous avez certainement ramené une sacrée foule ». L'un des chefs, enragé par son manque de respect, lui crie en retour « Ferme ta gueule ». Le maître moustachu, le visage déformé par la fureur, exige une réponse. « T'es qui bordel? Pourquoi as-tu commis un tel massacre ?» Le jeune sabreur baisse les yeux, son expression illisible alors qu'il saisit son épée. Il donne sa raison.
je suis venu parce que j'ai entendu dire que le mont Hua était le plus fort. La case montre la tête coupée du maître de l'épée à la fleur de prunier, l'ancien chef du mont Hua, gisant abandonné sur le sol trempé de sang. Le sabreur lève les yeux, le regard froid et nullement impressionné alors qu'il termine sa phrase. Mais il semble qu'on ne puisse pas se fier aux rumeurs. Regardant du jeune homme à la tête coupée au sol, le moine demande avec une horreur grandissante. Est-ce que ce type est le chef de secte du mont Hua? Ayant rejeté la force du mont Hua, le jeune sabreur tourne son attention vers les forces alliées en contrebas. Il pointe le bout de son épée ensanglantée directement vers eux, un geste clair et arrogant. Avec son épée braquée sur les maîtres du monde martial, il les regarde depuis le haut des escaliers et lance un défi glaçant. Eh bien, puisque vous avez tous grouillé ici ensemble, je suppose que vous êtes plus fort que le mont Hua l'était. En réponse au défi du sabreur, le chef moustachu des forces alliées pousse un cri de pure rage. Les chefs des sectes alliées se préparent au combat, l'un d'eux pointant son épée vers l'avant et déclarant « Je vais te tuer ici même et apaiser les âmes du mont Hua ». Le jeune sabreur se retrouve encerclé alors que les maîtres déclenchent leurs techniques puissantes simultanément. Il pense calmement « C'est bien ce que je pensais ». Avec un sourire sauvage et joyeux, le sabreur termine sa pensée en sautant dans la mêlée. Cet endroit est vraiment marrant. Toute la scène se dissout dans de la friture numérique et des bugs. La réalité de la situation est révélée. Un jeune homme avec un sourire maniaque est assis dans le noir, portant un casque VR futuriste. La bataille était un jeu. Il retire lentement le casque VR, ses yeux brillant encore d'une faible lumière rouge due à la stimulation intense du jeu. De retour dans le monde réel, le jeune homme est assis sur un canapé en désordre dans une pièce sombre, une manette de jeu dans les mains. Il laisse échapper un long soupir. Pfiou. Touchant son cou comme s'il pouvait encore sentir la sensation fantôme d'une lame, il analyse sa performance dans le jeu. Est-ce qu'une attaque coordonnée de tant de personnes était encore trop pour moi? Il pose la manette et tend la main vers le casque VR. Sur la table se trouve le boîtier du jeu, EVA Fantasy, Kaline, une expérience de réalité virtuelle hyper réaliste. Un panneau d'information décrit le jeu, Murim Online. C'est un jeu VR nouvellement développé connu pour sa violence extrême, ses bains de sang et ses démembrements réalistes, ce qui a conduit à de nombreuses manifestations demandant sa fermeture. Le jeune homme fait défiler son téléphone, un petit sourire aux lèvres en pensant « Il n'y a vraiment aucun jeu comme celui-ci ». Il tourne son attention vers un grand écran diffusant un journal télévisé. Il réfléchit à son récent massacre virtuel en pensant « Je devrais essayer une approche plus discrète la prochaine fois ». Le reportage concerne une histoire de dernière minute sur une personne disparue. Une présentatrice est montrée à côté d'une photo d'un homme corpulent, avec le titre « Le PDG No de Daedo Industrie porté disparu ». Un sourire sinistre se dessine sur le visage du jeune homme alors qu'il regarde le reportage. L'assassinat semble être un bon choix, aussi. Mustéil, reliant son passe-temps virtuel aux conséquences du monde réel. La perspective change pour une vue de l'extérieur, regardant dans la chambre sombre du jeune homme. Une voix étouffée peut être entendue suppliant « Épargnez ». Regardant à travers une fente dans une porte, nous voyons le jeune homme regarder son écran, tandis que la supplication désespérée continue quelque part dans la pièce. « Épargnez, moi ». Le jeune homme se détourne de l'écran, son attention enfin captée par le bruit. « Ah, c'est vrai », dit-il, comme s'il se souvenait soudainement d'une corvée oubliée. Il se baisse à côté du canapé et ramasse une vraie épée en acier, confirmant la réalité glaçante que ses compétences ne sont pas réservées au monde virtuel. La caméra descend pour révéler un homme ligoté et battu sur le sol de la pièce sombre. C'est le PDG disparu du reportage, et il supplie pour sa vie. Le visage terrifié du PDG No est montré en détail, contusionné et strié de larmes alors qu'il gémit. « S'il vous plaît ». Le jeune homme se tient au-dessus de son captif, tenant un marteau. « T'épargner » demande-t-il avec moquerie en saisissant le PDG par le col, le faisant s'étouffer. Terrifié, le PDG bafouille, essayant de plaider sa cause. Accent écoutez. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez kidnappé, mais je n'ai vraiment rien fait. Le jeune homme frappe violemment le marteau sur le sol juste à côté de la tête du PDG, montrant son impatience. La raison de l'enlèvement est révélée. Des photos sont éparpillées sur le sol, montrant le PDG No avec plusieurs victimes terrifiées et abusées. Voyant la preuve de ses crimes, le PDG ne peut que demander avec horreur « C'est comment as-tu pu faire ça ?» Le jeune justicier regarde le criminel exposé, son expression froide et vertueuse. « Si tu n'avais vraiment rien fait, » déclare-t-il en posant le marteau sur son épaule, « tu ne serais pas devenu ma proie. » Réalisant que sa culpabilité a été exposée, le PDG a recours à des supplications pathétiques.
Je réfléchis à mes actions. S'il te plaît, épargne-moi, crie-t-il. Le jeune homme frappe le PDG au visage, clairement agacé. Il pense, mais cette phrase, épargne-moi. Un sourire condescendant joue sur les lèvres du justicier alors qu'il poursuit sa pensée. Entre toi et moi. Il lève son marteau haut, ses yeux brillants de rouge avec malveillance alors qu'il termine sa pensée avec un mépris glaçant. Ça devient pas un peu lassant? Le visage du justicier se tord en un masque de rage pure et absolue alors qu'il abat le marteau. Le PDG pousse un dernier cri agonisant alors que le justicier lui inflige une raclée brutale et impitoyable. Dans un surprenant élan de force, le gros PDG tente de se jeter sur le justicier, qui esquive facilement. Le PDG parvient à briser les cordes liant ses mains, se libérant pour se battre. Avec un grognement guttural, rempli de la rage d'un animal acculé, le PDG crache une menace. « Toi, fils de pute, cache !» Ayant arraché le marteau, le PDG sent maintenant une vague de confiance, son visage se tordant en un sourire hideux. « T'es mort !» grogne-t-il. Les yeux du justicier s'écarquillent de surprise momentanée, mais ensuite son expression s'adoucit en une contemplation calme alors qu'il fixe la lumière. Le PDG balance le marteau sauvagement en hurlant « Je vais te tuer !» Le justicier passe sous le coup avec une aisance méprisante. Le PDG abat le marteau dans un puissant coup vertical, mais le justicier bloque la frappe avec son avant-bras nu, démontrant sa force inhumaine. Le justicier riposte avec un seul coup de poing dévastateur entouré d'une aura rouge, envoyant le PDG bien plus gros titubé en arrière. Il enchaîne avec un barrage furieux de coups de poing, une violente énergie violette traînant derrière ses poings alors que le PDG suffoque. L'assaut du justicier continue, son coup final auréolé d'une aura sombre et tourbillonnante. La force du coup de poing envoie le PDG voler dans les airs, son bref moment de résistance écrasé de manière décisive. Gisant brisé sur le sol, le PDG recule en rampant dans une terreur absolue. « Ag, ag, recule, recule !» gémit-il. Le PDG hurle, son esprit se brisant sous la peur. « Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. » Alors qu'il crie, le justicier commence un monologue philosophique froid. La plupart des humains sont des herbivores. Le monologue continue sur l'image du PDG terrifié. Parmi eux, un petit nombre de carnivores. Attaque et chasse ceux qui sont plus faibles qu'eux. Alors que les mots sont prononcés, des figures éthérées et fantomatiques apparaissent derrière le PDG, représentant les victimes de sa cruauté. Pour les dévorer. Les apparitions fantomatiques de ces victimes tourbillonnent autour de lui, leurs yeux vides témoignant de ses péchés. Le justicier se tient devant sa proie, son ombre jetant un voile sur l'homme recroquevillé. « Et je suis le chasseur. » Son visage est obscurci par l'ombre, seul un œil rougeoyant étant visible alors qu'il rend son jugement final. Qui chasse ces carnivores? Le PDG, complètement brisé, ne peut que hurler de terreur alors que le chasseur s'approche pour porter le coup fatal. « N'approche pas. Reste loin. » Alors que le justicier délivre un autre coup de poing brutal, le PDG ne peut que crier « Recule, espèce de grand malade !» Soudain, la lourde porte de la pièce est violemment enfoncée, interrompant l'exécution. Une équipe tactique de police lourdement armée prend d'assaut la pièce, encerclant rapidement la scène. Les policiers ont leurs armes braquées sur le justicier, qui se tient au-dessus du PDG brisé. L'officier en tête crie « Bouge pas !» Le détective principal, un homme au visage sombre en costume avec un masque baissé sur le menton, s'adresse au justicier par son vrai nom, Dong Bong-so. Avec son arme pointée fermement, le détective continue. « Je vous arrête pour enlèvement, séquestration et meurtre. » Le visage sévère du détective contraste avec celui de Dong Bong-so, dont les yeux rouges montrent une lueur de surprise. Bong-so regarde autour de son repère, rempli des restes momifiés de ses cibles précédentes, et se demande « Comment la police a-t-elle trouvé cet endroit ?» Pour montrer qu'il ne bluffe pas, le détective tire un coup de semonce avec son revolver. Il vise directement Bong-so. « J'ai dit bouge pas, connard !» dit-il froidement. Ce sont des balles réelles. La scène est une confrontation tendue. Dong Bong-so se tient seul, complètement encerclé par les forces de police sans issue apparente. Bong-so évalue sa situation, ses yeux rouges calmes. Il compare l'impasse policière à la scène finale de son jeu vidéo, pensant « La situation est assez similaire ». Au lieu de montrer de la peur, un sourire confiant, presque joyeux, apparaît sur son visage. « Hey !» Le détective, agacé par le manque de peur de Bong-so, commence à l'interroger. « Est-ce que t'as la moindre idée ?» Dong Bong-so décide de plaider sa cause, pointant du doigt le PDG battu.
Cette ordure a tué un total de 6 femmes. Il les a torturées et a pris des photos en jouant avec elles avant qu'elles ne meurent. Les images de la dépravation du PDG clignotent à l'écran. Il fait un geste autour de la pièce vers les cadavres conservés de ses autres victimes. Les cadavres à côté de lui sont tous pareils. La plupart sont des meurtriers. Son œil brille d'une fureur vertueuse alors qu'il explique sa philosophie. Ces types sont des bêtes. Des carnivores qui chassent des gens ordinaires et innocents. Ses yeux brûlent de rouge avec conviction alors qu'il fait sa déclaration finale. « Je suis juste le chasseur qui attrape ces bêtes. » Il regarde le détective dans les yeux, faisant appel à un sens commun de la justice. « Vous comprenez? Celui que vous devriez tirer n'est pas moi, c'est ce type. » L'expression du détective reste impassible. « C'est ça ?» répond-il, sa voix dénuée de sympathie. « Mais qu'est-ce que je peux faire? À mes yeux, tout ce que je vois, c'est un tueur psychopathe qui kidnappe et assassine des gens. » Réalisant que ces mots sont inutiles, Dong Bong-so soupire de frustration. « Pfff, je suppose que je peux vraiment pas communiquer avec la police. » Il laisse son arme tomber de sa main, où elle claque bruyamment sur le sol en béton. Pensant que Bong-so se rend, le détective est pris au dépourvu. Il crie par réflexe « Bouge plus !» Mais c'était une feinte. Au lieu d'abandonner, Dong Bong-so explose en mouvement, fonçant devant la police avec une vitesse surnaturelle pour s'échapper. Une silhouette est envoyée valser, s'écrasant avec une force immense. Ses yeux brillent d'une teinte rouge alors qu'il pense « S'il y a une prochaine fois pour moi. J'espère qu'il y aura plein de bêtes que je pourrai tuer sans souci. Ouais, un endroit comme le Murim. » Avec un impact sanglant final, sa conscience s'estompe. Une lumière bleue l'engloutit, marquant la fin de son existence virtuelle. Soudain, il halète, s'étouffant comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Ses yeux s'ouvrent brusquement, écarquillés de choc et de confusion. Il pense « Je suis vivant? J'ai pourtant bien entendu le coup de feu. » Un homme plus âgé et corpulent, Machil, regarde dans la pièce sombre et dit « Oh, je pensais vraiment que tu étais mort, mais tu bouges encore. » L'œil de So-sam, maintenant normal, s'écarquille alors qu'il lève les yeux vers l'homme. Machil le regarde de haut, agacé. Ce sale gosse. Avec un soudain accès de colère, il attrape So-sam par les cheveux. Machil hurle, à quelques centimètres de son visage. « T'as une idée d'à quel point j'ai galéré pour te traîner depuis le marché. » So-sam tremble, le regardant avec des yeux craintifs alors que Machil le menace. « Est-ce que je devrais juste te tuer pour de vrai maintenant ?» Il ne parvient à émettre qu'un son étouffé. Machil le repousse d'un coup de pied dédaigneux. « À demain. »« J'ai fini, » dit-il en se tournant pour partir. Alors que Machil part, l'œil de So-sam commence à briller à nouveau de cette sinistre lumière rouge. So-sam s'assoit, sa main serrant un bol alors qu'il regarde le dos de l'homme qui s'éloigne. Machil s'éloigne sans un autre regard. Une énergie étrange, sombre et violette, crépite autour de So-sam alors que son corps commence à se tordre. Il s'effondre, toussant violemment. « Bordel! Mon corps !» pense-t-il, luttant contre la sensation écrasante. Sa main atteint faiblement sa propre tête, ses yeux écarquillés d'un mélange de douleur et de confusion alors qu'il se demande ce qui se passe. « Hein ?» Ses doigts tressaillent, agrippant ses propres vêtements alors qu'il sent le corps inconnu qu'il habite maintenant. Il s'assoit dans l'obscurité, une aura ténébreuse l'entourant. Ses pensées sont remplies d'une seule question. Ce corps. Il passe une main sur son torse, sentant les nombreuses cicatrices qui marquent la peau. D'où viennent toutes ces cicatrices? Se demande-t-il. Il regarde par la fenêtre, son reflet montrant un visage qui n'est pas le sien alors qu'il contemple un paysage qui lui semble étrangement familier. Ses yeux, écarquillés de choc et d'une réalisation naissante, fixent la pleine lune dans le ciel nocturne, un sentiment de reconnaissance commençant à poindre. Regardant le paysage au clair de lune, il pense « Je sais exactement où est cet endroit. Ce nom est sûrement le Murim. » Le nom flotte dans l'air, confirmant son souhait le plus profond. Il s'affaisse contre l'encadrement de la porte, le poids de la réalisation le frappant de plein fouet. Il se prend la tête, une vague d'émotion le submergeant. Il s'effondre au sol, accablé. Une larme s'échappe de son œil, une goutte unique de catharsis dans l'obscurité. Il lève les yeux, un profond sentiment d'accomplissement sur le visage alors qu'il déclare « Mon vœu, c'est réalisé. » En bas, un écran de statut apparaît. Joueur. Joueur. Dong Bong-so. Murim Online. Bienvenue dans le monde des vrais forts. Un large sourire psychopathe s'étire sur son visage alors qu'il embrasse pleinement sa nouvelle réalité.
La scène bascule vers une écurie sale, une fourche reposant contre le sol. Un cheval s'ébroue, son souffle visible dans l'air frais. On voit Sosam travailler, nettoyant les écuries au milieu des chevaux. Soudain, Machil fait irruption en criant « Hé, Sosam !» Sosam lève les yeux, surpris, et bafouille « Ah, Emma ! Seigneur Machil !» Machil se bouche le nez de dégoût. « Burk, ça pue la merde de cheval. » Il ordonne ensuite « Suis-moi tout de suite. J'ai un boulot pour toi. » Sosam hésite, répondant « Aime maintenant, Seigneur ? Je n'ai pas encore fait fini de nettoyer les œufs accent aigu écurie. » Machil le gifle au visage. Il fixe Sosam d'un air menaçant et demande « Est-ce que j'ai l'air de te demander une faveur là ?» Machil l'attrape à nouveau, ricanant « Le clan d'Henri laisse un orphelin bègue comme toi manger et dormir ici, alors tu as dû oublier ta place. » Il pousse Sosam en avant, le visage sombre de mépris. « T'es juste un esclave. T'as compris. » Les yeux de Sosam tremblent d'une émotion réprimée, un mélange de peur et de quelque chose de plus sombre. Machil le conduit vers la forge d'un forgeron, où s'entassent des armes jetées. Le forgeron lève les yeux et voit Sosam accompagné d'un autre homme, Dongo. Fait-il, avant de demander, où est Machil? Pourquoi es-tu venu seul, Dongo? Dongo fait un sourire huileux et répond, oh, tu sais comment c'est, le vieux. Frère Machil est encore à l'auberge Bonjiang aujourd'hui avec Aengaeng. En train de boire un coup. Dongo fait un geste de boire, au grand dégoût silencieux de Sosam. Le forgeron soupire, l'air las. Eh bien, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais vous n'êtes venus que tous les deux. Le forgeron regarde l'énorme pile d'armes et dit, ça va être dur de déplacer tout ça juste à deux. Dongo rit de manière moqueuse. Oh, allez, tu le vois pas? On a une parfaite bête de somme juste ici, s'exclame-t-il en frappant fort Sosam dans le dos. Sosam s'effondre au sol sous le coup. Dongo le nargue, frère Sosam, qu'est-ce que tu fous? Avec un sourire menaçant, Dongo le domine et ordonne, lève-toi et commence à bouger ses armes. Soudain, Dongo tape dans ses mains comme s'il se souvenait de quelque chose d'important. Ah, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, j'ai rendez-vous à l'auberge Bonjiang aujourd'hui aussi, non? Dit-il sournoisement, ajoutant, désolé, on dirait que tu vas devoir faire des heures sup aujourd'hui, frère Sosam. Avec un signe de main joyeux, Dongo abandonne Sosam, qui est toujours au sol. J'y vais en premier, alors bonne chance avec ça. Le forgeron regarde avec un air de pitié et d'inquiétude, puis soupire et baisse les yeux, incapable d'intervenir. Sur un fond rouge sans symbolisant sa douleur, Sosam lutte pour porter le fardeau impossiblement large d'armes sur son dos. Les bords tranchants des lames s'enfoncent dans le sac, menaçant de se déverser à tout moment. Il trébuche vers l'avant, le poids pur de son fardeau étant presque trop lourd à supporter. Finalement, il s'effondre, lâchant la lourde charge puis tombant sur le côté, complètement épuisé. La scène transitionne vers un ciel rouge sombre, reflétant la souffrance de Sosam. Le forgeron s'approche de Sosam tombé au sol. « Bon travail », dit-il, avant d'ajouter avec une véritable inquiétude, « Mais gamin, pourquoi tu ne prends pas une pause ?» Il regarde la forme pâle et en sueur de Sosam. « Ton teint est terrible. Tu as l'air de quelqu'un qui est sur le point de mourir. » Sosam lève les yeux, le visage masqué par l'épuisement et la douleur, et force les mots « je vais bien ». Il se détourne, mais les souvenirs et le désespoir du propriétaire original du corps commencent à inonder son esprit. Sosam. Sosam. Il fait froid. Une pensée sombre et insidieuse s'insinue dans sa conscience. Veux-tu vraiment faire durer cette vie pathétique d'insecte? Il s'effondre sur le côté, l'angoisse physique et mentale devenant insupportable. Son œil tressaille, un seul point de concentration dans une mer de douleur. Le dominant de sa hauteur, Dongo revient, ses yeux brillants de malice dans l'obscurité teintée de rouge. « Qu'est-ce que tu fous? Dégage de mon chemin !» hurle-t-il. Sosam, l'air totalement vaincu, ne peut que s'excuser. « Ah, je suis désolé. » Dongo le frappe violemment à la tête. Dongo réfléchit à son propre malheur, se demandant « Où est-ce que tout a foiré ?» alors que Sosam est envoyé valser par le coup brutal. Il continue son monologue intérieur, pensant « Est-ce quand ma famille est morte dans la tempête et que j'étais le seul survivant ?» Ce souvenir est juxtaposé à l'image de Dongo le frappant brutalement. « Est-ce quand j'ai frappé à la porte du clan d'Henri juste pour survivre ?» Le souvenir du coup de pied continue de repasser dans son esprit. Gisant au sol, brisé, Sosam murmure « Il fait froid. »
alors que sa voix intérieure continue, ou peut-être. Dans l'obscurité de sa conscience qui s'estompe, il appelle faiblement « Sauvez-moi, donnez ». Un souvenir remonte à la surface, lui seul dans une pièce sombre semblable à une cellule, fixant une petite fenêtre à barreaux, seule source de lumière. Quelque chose change. Une seule lueur rouge apparaît dans son œil, signe du réveil du psychopathe intérieur. Il s'assoit contre le mur, tremblant, mais le regard dans ses yeux n'est plus celui du désespoir. Il se souvient avoir titubé dans les écuries, faible et épuisé. Regardant son reflet dans un abreuvoir, la conscience de Dong Bong-so prend totalement le dessus. So-sam. Alors c'était le nom de ce gosse. Il agrippe le bord de l'abreuvoir, un son de douleur s'échappant de ses lèvres alors qu'il assimile la nouvelle réalité. Il se tient seul dans l'écurie faiblement éclairée, observant son environnement. Ses yeux scannent la pièce alors qu'il pense « ça semble être l'écurie de ses souvenirs ». Il reconstitue le tout. Donc le vrai So-sam a été battu à mort, et j'ai pris possession de son corps. Une lueur de curiosité apparaît dans son œil. Hachem. Attends, c'est quoi ça? Se demande-t-il alors qu'une interface bleue lumineuse se matérialise devant lui. Il fixe avec incrédulité le pop-up familier. C'est pas la fenêtre de statut de Murim Online? La scène bascule vers le jour, où Machil tient un bol de ce qui semble être de la nourriture pour animaux. Il se plaint bruyamment à lui-même. Pourquoi je dois toujours faire cette merde? Suis-je le seul dans cet immense clan d'Henri à pouvoir nettoyer la merde de cheval? Il grommelle. S'il avait fini son travail, il aurait juste dû rentrer directement chez lui. Pourquoi diable a-t-il fallu qu'il tombe sur Pandoryong, de tous les gens? Ce type est un taré. Il ajoute, j'ai même envoyé Dongo avec lui juste au cas où. Le visage de Machil se tord de rage. Bordel! Pourquoi un grand homme comme moi doit nettoyer derrière un demi-sel? Je devrais juste le tuer moi-même. Il baisse la tête, contemplant cette pensée. Il se ravise, décidant contre. TSS, non, le risque est trop élevé, pense-t-il en serrant les dents. Si je me fais choper, c'est ma tête qui sera sur le billot en premier. Sa frustration atteignant son paroxysme, il ouvre la porte de l'écurie d'un coup de pied, déterminé à trouver et régler le compte de la source de ses ennuis lui-même. Machil hurle de frustration. Argue! Espèce d'inutile! Pourquoi t'as dû rester en vie juste pour me pourrir la vie? Au premier plan, So-sam est assis, affalé contre un mur. Machil domine So-sam, qui gît immobile au sol près de son bol de nourriture renversé. Les yeux de So-sam sont partiellement ouverts, son visage couvert de bleu et de sang à cause des mauvais traitements. Alors qu'il est assis dans l'obscurité, la conscience de Dong Bong-so réfléchit. Est-ce déjà la deuxième semaine? Ça fait 2 semaines que je me suis réveillé ici. Un sourire sinistre joue sur ses lèvres alors qu'il organise ses pensées. D'après ce que j'ai pu glaner via Machil et le monde extérieur, voici la situation. Premièrement, les gens ici utilisent les hanja, mais ce n'est pas la Chine. Ils regardent un monde qui ressemble à l'Asie ancienne. La raison est: ils visualisent des hommes avec des épées, leurs lames brillant d'une énergie surnaturelle. Les arts martiaux. Des techniques qui n'existaient que dans les films et les romans. Les gens volent dans les airs et se déplacent plus vite que l'œil ne peut le suivre. Il imagine un guerrier bondissant dans les airs, un flou de mouvement et de puissance. Il visualise une armée d'artistes martiaux s'entraînant à l'unisson, leurs cris résonnant en écho. Ses yeux, brillants de rouge sous l'excitation, absorbent cette nouvelle vérité. Dans cet endroit, ces arts martiaux sont une réalité vivante. Il imagine les visages féroces et déterminés des guerriers dont il a seulement rêvé. Il conclut: c'est comme une version live-action de Murim Online. Deuxièmement, cette fenêtre de statut et ce système. Il fixe l'interface bleue lumineuse que lui seul peut voir. Pour être précis, pour une raison inconnue, la fenêtre de statut de Murim Online fonctionne et je suis le seul à la voir. Au début, je pensais que c'était juste un jeu à cause de la fenêtre et des arts martiaux. Mais c'est définitivement la réalité. Il serre le poing, la sensation le ramenant sur terre. Chaque personne ici a ses propres émotions. Ils sont vivants, et ils bougent. Il pense à la colère de Machil et au sourire cruel de Dongo. Il se rappelle l'image des guerriers à l'entraînement, chacun étant un individu avec sa propre vie. Son propre reflet le regarde, moitié dans le monde réel, moitié dans l'interface du jeu. Il pose la question ultime. Alors que suis-je un humain ou un joueur? Il reste assis en silence, contemplant sa nouvelle existence avec un curieux « oh ». Juste à ce moment,
Dongo apparaît dans l'encadrement de la porte, se penchant avec un ricanement. « Regarde-toi, frère Sam, tu te la coules douce. » Son visage est un masque de pure malice. « Alors que quelqu'un d'autre s'est fait botter le cul et punir à cause d'un idiot? Je t'ai fait attendre, hein? Espèce de petite merde. » Sosam, assis dans l'ombre, tourne lentement la tête pour faire face à son bourreau. Dongo s'arrête net, surpris. Hachem. Sosam ramasse son bol de nourriture, totalement imperturbable face à la présence de Dongo. Dongo regarde, incrédule, alors que Sosam commence à boire calmement dans le bol. « Regardez-moi ce mec, » dit-il. Furieux de ce manque de respect, Dongo rugit. « Je te parle, enfoiré. Je vais vraiment te tuer. » Mais avant qu'il ne puisse finir, les yeux de Sosam brillent d'une terrifiante lumière rouge. Avec une vitesse aveuglante, il attrape le poing de Dongo et lui broie la main. Dongo ne peut laisser échapper qu'un « ah », choqué alors que l'attaque le frappe avec une force brutale. Sosam lève les yeux, son regard n'étant plus humain, et met un gargouillement guttural. Avec des yeux injectés de sang et brillants, il informe le Dongo terrifié, « Le gamin que tu connaissais. Il est mort il y a longtemps. » Sa voix est un grondement bas et menaçant. Dongo s'étouffe, Urk. Gak. Alors que Sosam poursuit son assaut implacable. La violence escalade en une frénésie sanglante, les cris de Dongo résonnant dans la petite pièce. Sosam, maintenant une silhouette de rage pure, continue de démembrer son bourreau. Le sang éclabousse partout, peignant les murs et le sol dans un étalage grotesque de violence. Le massacre continue, un maelstrom de rouge et de noir. Finalement, Sosam se tient au milieu du carnage, une silhouette sombre sur fond de sang. Il regarde ses mains trempées de sang alors qu'une vague de chaleur l'envahit. Il pense, c'est chaud. Il rejette la tête en arrière, la question de son identité refaisant surface. Humain? Joueur? Ça n'a pas d'importance. Il regarde sa victime, les yeux écarquillés d'une certitude maniaque. C'est bien ce que je pensais. Cet endroit est, sans aucun doute, la réalité. Je peux sentir la grande loi de ce monde émaner à la fois de ce type et de Machil. La loi de la jungle. La survie du plus fort. Il visualise un champ de bataille chaotique, un monde de lutte constante. Si c'est cet endroit. Son œil rougeoyant remplit la case, un cercle parfait de joie prédatrice. Si c'est ici, je n'ai pas à cacher ma vraie nature. Je peux chasser autant que je veux. Son monologue intérieur est accompagné de l'image d'un loup hargneux. Parce que les gens comme moi, non, les carnivores encore plus forts et monstrueux, erront librement dans la jungle qu'ils appellent le Murim. Il se tient droit, ensanglanté mais triomphant, un léger sourire sur le visage. Dès que mon corps aura récupéré, la chasse recommencera. Un large sourire terrifiant fend son visage. Pour les vrais prédateurs. Il tend une main vers les cieux, embrassant son nouveau destin. Ici, dans le nouveau Murim. La scène s'ouvre sur une pièce sombre et sinistre. Les murs sont éclaboussés d'une quantité horrifiante de sang, suggérant une lutte violente récente. Sur le sol, un corps sans vigie dans l'ombre. Au milieu du carnage, Dong Bongso est assis calmement, le dos contre le mur imbibé de sang. Son expression est étrangement placide pour quelqu'un entouré d'une telle brutalité. Un gros plan sur son œil révèle ses pensées froides et calculatrices. Normalement, un type comme lui ne vaudrait même pas la peine d'être chassé, mais il y a quelque chose que je dois vérifier. La caméra recule vers le cadavre de l'homme massif que Dong Bongso vient d'éliminer, soulignant l'issue brutale de leur rencontre. Dong Bongso prononce un seul mot, inventaire. Devant lui, un écran bleu lumineux et éthéré se matérialise, tourbillonnant d'énergie. Il fixe l'écran d'inventaire, une lueur de curiosité dans les yeux en pensant « quelque chose est différent ». Il se rappelle son expérience passée. Dans Murim Online, l'inventaire était un système basé sur une grille où un objet occupait un emplacement, mustéil, imaginant l'ancienne interface limitée. En touchant le portail bleu tourbillonnant, il réalise le changement profond. Mais cet inventaire n'est qu'un seul espace massif et ouvert. Intrigué, Dong Bongso teste le nouveau système, plongeant sa main directement dans la surface liquide du portail d'inventaire. Alors que son bras disparaît dans l'écran, il évalue son immensité, une pointe d'excitation dans ses pensées. C'est immense. Ça doit faire au moins 300 mètres carrés. Une idée germe. Il jette un coup d'œil du cadavre au sol vers l'écran d'inventaire lumineux, son esprit complotant clairement son prochain mouvement. Il s'approche du cadavre, se souvenant des mécaniques de son ancien jeu, c'est comme ça que ça marchait dans le jeu, non? Pense-t-il en tendant la main.
Plaçant sa main sur le visage de l'homme mort, Dong Bong-so émet une commande, sa voix dénuée d'émotion, rangée dans l'inventaire. L'effet est instantané. Le cadavre commence à se distordre et à se pixeliser, sa forme se dissolvant alors qu'elle est attirée vers la main de Dong Bong-so. Le corps est violemment aspiré dans un vortex de lumière bleue, se dématérialisant complètement en entrant dans l'espace d'inventaire. Le vortex de lumière s'intensifie, avalant les derniers restes du cadavre jusqu'à ce qu'il ne reste rien dans la pièce à part Dong Bong-so et les taches de sang. Son œil brille d'une lumière rouge sinistre, signe de sa vraie nature refaisant surface. Ce truc énorme a disparu en un instant. Pense-t-il, un frisson le parcourant. C'est une fonctionnalité incroyablement utile. Je peux vraiment m'en servir. Son esprit saute immédiatement vers une possibilité plus sombre. Attends, est-ce que je peux y mettre des êtres vivants aussi? Si je le fais, resteront-ils en vie? Ou... Un sourire glaçant joue sur ses lèvres alors qu'il contemple les possibilités horrifiques. Je vais devoir expérimenter un peu plus. Décide-t-il. La scène change ensuite, passant de la pièce sombre à un ciel clair et dégagé. Le décor change pour un vaste complexe traditionnel de style Murim sous un ciel bleu clair, indiquant qu'une nouvelle journée a commencé. Dans une cour, deux hommes sont absorbés par une conversation animée. En arrière-plan, une silhouette solitaire, Dong Bong-so sous son apparence modeste de Sosam, balaie tranquillement le sol. Un regard plus attentif sur les deux hommes révèle leurs expressions méprisantes et malveillantes alors qu'ils commèrent avec un amusement cruel. L'attention se déplace vers Dong Bong-so. Il porte maintenant un simple masque sur la moitié inférieure de son visage, continuant sa tâche ingrate un balai à la main, apparemment inconscient. Son balayage s'arrête. Bien que son visage soit caché, il est clair que les railleries des hommes ont atteint ses oreilles, et il tourne son attention vers eux. Voyant qu'il a attiré son attention, l'un des brutes fait immédiatement un mouvement, s'élançant pour lui donner un coup de pied. Continuant la confrontation, Machil domine Dong Bong-so, le narguant avec un ricanement. Et, le débile. J'ai entendu dire que t'étais devenu muet. En réponse, Dong Bong-so joue la comédie de manière convaincante. Il sourit bêtement, les yeux vides, et laisse échapper un son insensé. La patience de Machil s'épuise. Il attrape violemment la robe de Dong Bong-so, sifflant « TSS », espèce de bâtard muet. Ne reste pas là à rien foutre. Il pousse Dong Bong-so en avant, pointant vers une écurie au loin. Emmène ce cheval faire une promenade, ordonne-t-il. Machil cogne la tête de Dong Bong-so contre un poteau, ce dernier continuant de feindre la faiblesse et marmonnant « ENG ». Fumant de colère, Machil serre le poing, évacuant sa frustration. Bon sang, qu'est-ce que je suis censé faire d'un morveux qui peut même plus parler correctement? Forcé d'obéir, Dong Bong-so commence à guider le cheval à travers les rues animées du village, maintenant sa façade frêle et inoffensive. La caméra recule, montrant la rue du marché animé, pleine de villageois vacants à leurs occupations, plantant le décor pour une humiliation publique. Alors qu'il marche, les yeux de Dong Bong-so se dirigent vers le côté. Il repère un groupe d'enfants du village cachés au coin d'une rue, attendant clairement pour lui tendre une embuscade. Les enfants déclenchent leur piège, lui lançant une pierre. « Prends ça !» crie l'un d'eux avec joie. La pierre frappe Dong Bong-so directement sur le côté de la tête, l'impact résonnant d'un craquement sec. Un gros plan révèle du sang frais coulant sur sa tempe depuis la blessure, mais il continue de marcher, son expression inchangée. Les enfants éclatent d'un rire cruel, se moquant de lui en faisant des grimaces et en chantant. Regardez l'idiot Sosam le stupide, il peut même plus parler. L'un des garçons pointe un doigt accusateur, le visage déformé par la malice en criant « Sosam le muet ». Soudain, l'atmosphère change. Pour les enfants terrifiés, la silhouette de Dong Bong-so devient un spectre terrifiant de ténèbres, ses yeux brillant d'une lumière blanche menaçante alors que son psychopathe intérieur refait surface momentanément. Frappé d'une peur primale, le meneur des tourmenteurs commence à pleurer, frottant instinctivement ses yeux comme pour effacer l'image horrifiante qu'il vient de voir. Tout aussi rapidement, l'aura effrayante disparaît. Dong Bong-so se retourne, redevenu le simple et inoffensif, tapotant le cheval et marmonnant « Hug !» comme s'il était confus par la réaction de l'enfant. L'enfant reste totalement perplexe, se demandant ce qu'il vient de se passer. Dong Bong-so se tourne simplement et continue de s'éloigner avec le cheval. L'enfant, bien qu'encore secoué, essaie de retrouver son calme et crie une autre insulte, sa voix manquant de sa confiance précédente. Les autres enfants suivent son exemple, et les huées continuent alors qu'il jette plus de pierres dans le dos de Dong Bong-so qui s'éloigne. Sosam le bègue. Intérieurement, Dong Bong-so est submergé dans une mer cramoisie de rage.
Les railleries résonnent dans son esprit, Sosam est muet, il peut rien faire, c'est un idiot, alimentant le tueur en lui. À l'extérieur, il continue juste de marcher, ses pas réguliers sur la route poussiéreuse, endurant chaque insulte et chaque coup avec une patience glaçante. La scène revient à Machil, qui se plaint maintenant amèrement à lui-même. Pef. Un homme comme moi ne devrait pas être coincé à nettoyer des armes. Ce bâtard de Guagdongo n'a pas montré sa tronche depuis des jours. Debout devant la porte fermée de l'armurerie, Machil se demande avec agacement, complètement ignorant de la vérité. Est-ce qu'il a crevé quelque part? Juste à ce moment, la porte de l'armurerie s'ouvre en coulissant, et Dong Bongso émerge. Machil est pris de court. Hachem? Quoi? Pourquoi tu sors de là? Machil jette un coup d'œil dans l'armurerie, et ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. À l'intérieur, chaque arme est immaculée, polie et parfaitement rangée, étincelant dans la pénombre. Totalement bluffé, Machil fixe le tout sous le choc, laissant échapper. « Attends, ce morveux a fait tout mon boulot pour moi. » Dong Bongso hoche simplement la tête, maintenant son sourire idiot. La vue laisse Machil complètement perplexe alors qu'il pense. Il a failli mourir et maintenant c'est une personne complètement différente. L'esprit de Machil s'emballe alors qu'il essaie de comprendre ce changement. Il est rapide, efficace, et fait même des choses que je n'ai pas demandées. Est-il enfin devenu un être humain décent? Se demande-t-il, interprétant complètement mal la situation. Dong Bongso présente alors une petite bourse lourde à Machil, laissant échapper un simple grognement « Hug ». La bourse contient l'argent qu'il a pillé sur le corps de Guagdongo. Machil prend la bourse et jette un coup d'œil à l'intérieur, ses yeux s'écarquillant à la vue des pièces. « C'est quoi ça ?» demande-t-il, son ton passant à une surprise avide. Soudain, Machil éclate d'un rire chaleureux, passant un bras amical autour de Dong Bongso. « Pouah, sale mioche, t'as enfin compris comment marche le monde !» s'exclame-t-il, croyant que l'argent est un tribut. Il tapote la tête de Dong Bongso avec une affection condescendante. « C'est bien mon garçon, continue comme ça à partir de maintenant », dit-il, complètement dupé par la comédie. Alors que le joyeux Machil s'éloigne, serrant son nouveau prix, Dong Bongso l'observe depuis l'entrée de l'armurerie, sa façade innocente toujours parfaitement en place. Au moment où Machil est hors de vue, le masque tombe. Les yeux de Dong Bongso brillent d'un rouge menaçant, son expression devenant froide et prédatrice. La chasse a commencé. Alors que le crépuscule s'installe, Machil se dirige vers la ville, totalement inconscient d'être manipulé. La voix intérieure glaçante de Dong Bongso déclare « Abruti ». Il ne réalise même pas qu'il est en train de payer pour ses propres funérailles. Machil admire la lourde bourse d'argent, se sentant fier de lui. Faut savoir faire preuve de souplesse comme ça. Voyons voir, mes poches sont pleines aujourd'hui. Un sourire lubrique s'étale sur son visage alors qu'il envisage comment dépenser ses gains mal acquis. Devrais-je aller voir Chozin au lieu d'Aengaeng? Ayant pris sa décision, Machil arrive à la somptueuse auberge Bonjiang, éclairée par des lanternes, un bordel de haute classe, et lance avec confiance la bourse d'argent en l'air. À l'entrée, le propriétaire corpulent de l'auberge l'accueille avec un sourire obséquieux, reconnaissant un habitué. « Bienvenue, monsieur. Oh, Seigneur Machil. Vous êtes là. » Machil, se sentant suffisant, va droit au but. « Ouais, va me chercher Chozin », exige-t-il en posant une main sur l'épaule du propriétaire. Le propriétaire de l'auberge est surpris par cette demande coûteuse. Bien sûr, d'habitude vous demandez Aengaeng. Commence-t-il, avant que sa surprise ne s'enregistre pleinement. Attendez, Chozin? Machil gonfle le torse, impatient d'étaler sa nouvelle richesse et son statut. C'est exact, confirme-t-il avec un sourire suffisant. Les yeux du propriétaire se plissent, lançant un regard sceptique à Machil, doutant clairement qu'il puisse offrir une artiste de si haut rang. Agacé par ce doute, Machil pousse la bourse d'argent vers l'avant. « Tu doutes de moi? J'ai le fric. Tiens. » Le scepticisme du propriétaire s'évanouit instantanément, remplacé par un large sourire avide. « Merci, monsieur. Allez à la dernière chambre au 2e étage, et je vous amène Chozin tout de suite, » dit-il en s'inclinant et en désignant l'étage. Machil s'installe dans la chambre privée, se versant un verre en attendant. Peu après, une voix calme annonce de l'autre côté de la porte. « J'entre. » La porte coulisse pour révéler une femme. « C'est Chozin, monsieur, » dit-elle. Machil lève les yeux, le visage rempli d'une anticipation lubrique. Il est immédiatement captivé. La femme, Chozin, est une beauté élégante et éblouissante, surpassant de loin sa compagnie habituelle. Elle est à un tout autre niveau qu'Aengaeng, pense-t-il, totalement ébloui.
Luttant pour garder son calme et projeter un air de dignité, Machil s'éclaircit la gorge et désigne la place à côté de lui. Hum. Assieds-toi là, invite-t-il, essayant de paraître suave. Chozin s'agenouille gracieusement devant la table. Je vais vous servir un verre, monsieur, propose-t-elle. Machil la fixe, complètement ensorcelé, une expression niaise et enamourée sur le visage. Il rit de plaisir, sa voix résonnant dans la petite pièce. Oui, oui. Sers-en un. Ah. La perspective change brusquement, comme si quelqu'un observait à travers une fissure dans le mur. Une voix séduisante murmure. Au fait, vous avez de si belles mains. À travers la fissure, un seul œil rougeoyant apparaît dans l'obscurité. La voix continue son invitation hypnotique. Venez un peu plus près. C'est ça. Plus près. L'œil rouge fixe intensément avant que la scène ne plonge dans le noir, pour être remplacé par le regard glaçant et prédateur des propres yeux cramoisis de Dong Bong-so. La scène revient en arrière, montrant Machil montant les marches de l'auberge Bonjiang, se rappelant les mots du propriétaire. Si vous allez à la chambre au fond du 2e étage, je vous amènerai Chozin tout de suite. En bas, le propriétaire regarde la bourse d'argent que Machil lui a donnée, ricanant pour lui-même. Pfff, il a vraiment choisi une fille assez jeune pour être sa fille. Il hausse les épaules, sa cupidité l'emportant sur tout jugement moral. Mais l'argent c'est l'argent, pense-t-il en admirant une pièce de la bourse. Juste à ce moment, une autre silhouette apparaît à l'entrée, projetant une longue ombre dans l'auberge. Le propriétaire lève les yeux de son argent, surpris. Bienvenue. H.M. T. La silhouette se révèle être Dong Bong-so, sous son apparence du frêle So-sam. Le propriétaire reconnaît le garçon avec confusion. So-sam. Le propriétaire de l'auberge se lève rapidement, son expression passant de la surprise à l'agacement à la vue du modeste garçon d'écurie. Il confronte Dong Bong-so agressivement. Et, le muet. Tu sais au moins où t'es? Grogne-t-il, dominant le garçon plus petit. Son visage se tord en un masque de rage alors qu'il commence à le menacer. Dégage tout de suite avant que je... La menace du propriétaire meurt dans sa gorge alors que ses yeux s'écarquillent de choc. Dong Bong-so tend une autre bourse lourde d'argent. Dong Bong-so joue parfaitement son rôle, levant les yeux avec son expression vide et marmonnant de manière incohérente. Et U. L'attitude du propriétaire change en un instant. Il arrache avidement la bourse, sa colère précédente oubliée. Il ouvre la bourse et ses yeux manquent de lui sortir de la tête à la vue des pièces qui débordent. Son expression est celle d'une cupidité pure et absolue. Avec un autre client à plumer, le sourire flagorneur du propriétaire revient. Si tu attends dans l'avant-dernière chambre du 2e étage, je t'amènerai Aengaeng tout de suite. Il envoie Dong Bong-so dans la chambre juste à côté de celle de Machil. Alors que Dong Bong-so monte les escaliers, le propriétaire le regarde partir, gloussant pour lui-même de sa bonne fortune, totalement inconscient qu'il vient d'aider à tendre un piège mortel. La scène coupe pour revenir à la chambre de Machil. Il est maintenant torse nu, ses mains liées fermement avec du tissu. Le piège s'est refermé. Malgré sa situation, l'arrogance de Machil demeure. Une silhouette sombre se tient derrière lui alors qu'il contracte ses muscles, pensant « Ah, ce Machil a encore de beaux restes », sous-estimant clairement son ravisseur. Une longueur de tissu est glissée autour de son cou par derrière et tirée fermement, formant un garrot de fortune. La pression augmente instantanément. L'expression suffisante de Machil disparaît, remplacée par une terreur aux yeux écarquillés alors qu'il réalise le danger mortel dans lequel il se trouve. Il laisse échapper un cri étranglé et guttural, « Gak !» alors que Dong Bong-so resserre sa prise, coupant son arrivée d'air. La panique s'installe. Machil allait et griffe désespérément le tissu autour de sa gorge, ses luttes faiblissant alors que Dong Bong-so applique une pression implacable. Alors qu'il est étranglé, les yeux de Machil exorbités reconnaissent enfin le garçon muet. Il râle, la voix remplie d'incrédulité et de rage. « Que quoi, fils de pute, c'est ?» Ignorant la question, Dong Bong-so donne un dernier coup sec et vicieux, brisant le cou de Machil avec un craquement écœurant. Sa victime réduite au silence, Dong Bong-so soulève sans effort le corps de l'homme massif sur son épaule. Il jette le cadavre mou de Machil au sol, où il atterrit avec un bruit sourd et final. L'œil rougeoyant de Dong Bong-so observe sans passion alors que Machil gît au sol, son corps tressaillant dans ses derniers spasmes de mort. Un dernier spasme faible parcourt le corps de Machil avant qu'il ne s'immobilise enfin, sa vie complètement éteinte. Dong Bong-so s'assoit à côté du cadavre frais, saisissant la tête de Machil et la soulevant. Un sourire tordu et satisfait s'étale sur son visage. Il lève les yeux vers le plafond,
les yeux rouges et écarquillés d'une pure extase psychopathique. Il savoure le meurtre, se prélassant dans la rémanence de sa vengeance. Ses yeux passent du regard injecté de sang de la joie maniaque au cramoisi froid et brillant d'un prédateur, encapsulant parfaitement son état d'esprit dérangé. Il relâche sa prise, laissant la tête de Machil retomber sur le sol. Son propre sourire demeure, un rictus terrifiant de folie et de plaisir. L'acte est accompli. Dong Bong-so regarde le corps de son bourreau, un monument silencieux à sa chasse réussie. Sans un moment de pause, le tueur méthodique se met au travail, s'agenouillant pour s'occuper des preuves. Il reste assis calmement un instant, l'homme mort à ses côtés, contemplant son prochain mouvement dans la pièce silencieuse et ensanglantée. Ses yeux, maintenant calmes et calculateurs, trahissent l'intelligence froide derrière le masque de la folie. Il est déjà passé à autre chose. Ayant terminé sa sinistre tâche, Dong Bong-so se lève et s'éloigne du corps, sa posture détendue. Il s'approche de la cloison en bois qui sépare les deux chambres, sa voie d'évasion déjà planifiée. Il inspecte le mur, sa main bandée traçant sa surface, jusqu'à ce qu'il trouve la petite fissure qu'il a utilisée pour espionner sa victime. Se tournant vers le cadavre, il tend la main et active sa capacité unique, sa voix plate et mécanique. Rangée dans l'inventaire. Alors que le corps disparaît dans un éclair de lumière bleue, Dong Bong-so pense avec satisfaction. Une bonne chose que je me sois entraîné à utiliser l'inventaire. Assis maintenant là où le corps gisait autrefois, il considère le pouvoir qu'il détient désormais. Ce sera définitivement une aide énorme pour mes futures chasses. Ses pensées sont interrompues. Il jette un coup d'œil sur le côté, remarquant une lueur bleue familière. Une notification système est apparue. Il fait apparaître sa fenêtre de statut, son reflet visible sur sa surface. Il examine les informations, une suspicion confirmée. C'est bien ce que je pensais. L'écran de statut montre clairement que sa barre d'expérience, auparavant vide, s'est maintenant légèrement remplie. La réalisation le frappe, j'ai gagné de l'expérience. L'implication bouleversante le percute. Il regarde le tissu utilisé pour le meurtre, sa silhouette encadrée par une lueur rouge sanglante. Tuer des gens dans ce monde donne des points d'expérience. La voie à suivre est maintenant terriblement claire. Et une fois que cette expérience s'accumule, je peux monter de niveau, pense-t-il. Monter de niveau me rend plus fort. Un gros plan terrifiant sur les yeux de Dong Bong-so révèle la profondeur de sa folie. Ils sont grands ouverts et brillent d'une lumière cramoisie, reflétant l'extase pure qu'il ressent face à sa révélation. Le cercle vicieux du pouvoir se solidifie dans son esprit. Et être plus fort rend la chasse d'autant plus facile, pense-t-il. Comme la chasse devient plus facile, je gagnerai de l'expérience encore plus vite, ce qui signifie. Il se penche en arrière, s'abandonnant à la sensation écrasante d'un potentiel ultime, un air de pur bonheur sur le visage. Dans cet endroit, je peux devenir infiniment fort. Regardant l'espace vide où sa victime gisait autrefois, il parle à haute voix à la pièce silencieuse, sa voix remplie d'une joie authentique et tordue. Quel monde vraiment merveilleux! Dans une démonstration bizarre, Dong Bong-so tient le tissu qu'il a utilisé comme garrot, l'étirant entre ses mains comme s'il présentait un trophée. Il lève les yeux avec une expression légèrement confuse, comme si ses propres actions étaient un jeu étrange pour lui. Il regarde ensuite à travers ses bras avec un air froidement ludique, son esprit opérant clairement sur un autre plan de réalité. Pour achever son œuvre, il cale la tête coupée de Machil dans une petite ouverture du mur, comme s'il exposait une œuvre d'art. Son seul regret, dommage que je n'ai pas d'appareil photo. La scène bascule vers le couloir extérieur, où le propriétaire avide monte la garde, attendant que ses clients finissent. Une femme, l'artiste nommée Aeng Aeng, arrive en se dépêchant dans le couloir vers la chambre que Dong Bong-so avait louée. Elle s'approche prudemment de la porte de la chambre sombre, écoutant attentivement avant d'appeler « Vous êtes là ». Le propriétaire arrive en marchant, agacé par le retard. « Aeng Aeng, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» gronde-t-il. « Entre là-dedans. Même si c'est un muet, un client qui paie reste un client. » Forcé d'obéir, Aeng Aeng jette un coup d'œil dans la pièce noire. « Je sais, dit-elle, essayant de paraître joyeuse. « Désolé, je suis un peu en retard. » Pendant ce temps, le propriétaire s'impatiente alors qu'un calme inhabituel s'installe au deuxième étage. « Sérieusement » marmonne-t-il. Il jette un coup d'œil vers la chambre de Machil, se demandant avec irritation « Est-ce que ces deux-là emménagent ensemble là-dedans ou quoi ?» Se caressant le menton, son agacement se transforme en suspicion. L'absence totale de bruit provenant de l'une ou l'autre chambre commence à sembler anormale. Décidant d'enquêter, il frappe à la porte de Machil. « Frère Machil, ça fait un moment Chauzin, sors maintenant toi aussi,
tu devrais probablement te reposer. Il est accueilli par un silence absolu. Rien ne bouge à l'intérieur de la pièce. Le visage du propriétaire rougit de colère, une veine palpitant sur son front. Il se sent ignoré et manqué de respect. Est-ce que ces deux-là m'ignorent sérieusement? Alors qu'il est sur le point de crier à nouveau, ses mots sont coupés net par un hurlement à glacer le sang venant de l'autre chambre. C'est Aengang. Surpris, le propriétaire abandonne la porte de Machil et ouvre grand celle où Aengang est entré. « Qu'est-ce qui se passe » crie-t-il en scrutant l'obscurité. Ses yeux s'écarquillent, son visage devient un masque de pur choc et d'horreur face à la scène qu'il accueille à l'intérieur de la pièce. Une grande silhouette ombragée pend au plafond par le cou, se balançant doucement dans la pénombre. Dong Bongso a récupéré le premier cadavre de son inventaire et l'a mis en scène. Dans sa panique et la faible lumière, le propriétaire ne reconnaît pas le corps de Guakdongo, criant à la place le nom de son autre invité disparu. Frère. Machil. L'histoire nous emmène dans la nuit. Au nord, la rivière Hue coule, et au centre, le fleuve Yangtze coule, formant une vaste plaine. Cette terre est connue depuis les temps anciens pour ses terres riches et fertiles et ses intersections avec de nombreux lacs et rivières, ce qui a permis au commerce et aux échanges de prospérer. Cela étant dit, là où l'argent s'amasse, les voleurs et les ruffians suivent à coup sûr. Alors que des hordes de bandits et de scélérats de la faction hétérodoxe sévissaient, beaucoup se sont levés pour les vaincre. Et de nombreux clans et sectes dédiés au respect du code du Murim ont également été établis dans la nuit. Parmi eux, les clans les plus importants étaient le clan Nangung, l'un des 5 grands clans des plaines centrales et la plus grande secte de la nuit, et le clan d'Henri. Bien que le clan d'Henri ne puisse être comparé au Nangung, il possède la force de combat spécialisée de la famille, la division de l'épée transpersielle. Et avec son groupe de renseignement et d'application de la loi, l'escouade du Corbeau Noir, sa réputation est devenue bien connue dans toute la nuit. Les capacités de collecte d'informations de l'escouade du Corbeau Noir sont particulièrement redoutables, si bien que même la secte des mendiants, qui serait offensée d'être appelée la deuxième meilleure en matière d'information, doit admettre que l'escouade du Corbeau Noir de Denry est supérieure sur ce point, du moins au sein de la nuit. Mais récemment, cette même escouade du Corbeau Noir lutte avec une nouvelle affaire. À l'intérieur du quartier général, un subordonné s'incline en présentant un parchemin à son supérieur. L'homme recevant le rapport est le chef de l'escouade du Corbeau Noir, Gei Daeyo. Il pense sombrement. Encore un suicide. C'est une épidémie. Ces derniers mois, près d'une centaine de personnes se sont ôté la vie. Il poursuit le fil de ses pensées. Il y a toujours eu des suicides, mais c'était 1 ou 2 par mois tout au plus, jamais autant. Quelque chose est définitivement étrange. Le plus étrange, c'est la perfection des cas. Les preuves et les circonstances de chaque cas pointent sans équivoque vers un suicide. Ses yeux se plissent alors qu'une question redoutable se forme dans son esprit. Mais est-ce vraiment possible? Rompant le silence, Gei Daeyo demande à son subordonné, qui a été le premier à mourir? Le subordonné répond, un artisan armurier du clan, un homme nommé Machil. Les yeux de Gei Daeyo s'aiguisent. Du clan? Tu veux dire du clan d'Henri? Son subordonné confirme, oui. Gei Daeyo saisit sa propre gorge, visualisant l'acte en demandant, alors où ce Machil s'est-il tué? Le subordonné désigne une ville animée, répondant, dans une auberge, chef. La taverne du Phénix. Gei Daeyo se lève avec décision. Allons-y. Son subordonné est pris de court. Pardon? Il n'est sûrement pas nécessaire que le chef d'escouade y aille en personne. Jetant un coup d'œil par la porte, l'expression de Gei Daeyo est sévère. Non, je dois voir ça de mes propres yeux. Quelque temps plus tard, ils arrivent à la taverne du Phénix, un établissement animé au milieu de la ville. Debout devant une porte fermée, Gei Daeyo demande à ses hommes, « Est-ce la chambre ?» Un homme en tunique rouge s'incline et confirme, « Oui, chef. Chozon et moi avons trouvé Machil pendu aux poutres de cette même chambre. » Gei Daeyo fixe intensément la porte fermée, son esprit s'emballe. Si cette épidémie de suicide est en fait une série de meurtres, comment le coupable est-il entré dans cette pièce pour tuer Machil? Il devait voir par lui-même ce qui se trouvait derrière cette porte. À l'intérieur, la pièce est faiblement éclairée et faite de bois, avec les fenêtres condamnées. Gei Daeyo entre dans la pièce, son expression sombre alors qu'il commence son inspection. Il examine minutieusement la pièce, se mettant même à 4 pattes pour vérifier les lattes du plancher à la recherche d'indices. L'un de ses hommes rapporte depuis l'encadrement de la porte, « J'ai fouillé chaque recoin. Il n'y a aucun moyen pour un coupable d'entrer sans être vu. » Gei Daeyo pose une main sur le mur en bois. Dans ce cas,
La seule possibilité restante est ici. Ses yeux perçants remarquent les jointures entre les rondins de bois verticaux constituant le mur. Il passe sa main le long du mur, considérant une possibilité. Si ces rondins étaient retirés, cela offrirait un passage libre. Le problème est, pense-t-il en regardant de près l'état impeccable du bois, ces rondins n'ont jamais été retirés. Levant les yeux vers le plafond, Jehida-Eyo demande à son subordonné « Dis-moi, y a-t-il un moyen de retirer ces rondins sans enlever le toit ?» Le subordonné répond immédiatement « Non, bien sûr que non, chef. Ces rondins sont fixés dans des rainures dans les poutres du plafond et du sol. » Il explique plus en détail « Vous ne pouvez pas les sortir sans enlever les poutres d'abord. » Face à un puzzle impossible, Jehida-Eyo serre le poing, marmonnant pour lui-même « Était-ce vraiment un suicide, alors ?» Il se retourne vers ses hommes avec une autre question. Y avait-il quelqu'un dans la chambre voisine quand Machil est mort? Le subordonné en rouge confirme « Oui, il y avait un autre client dans cette chambre. Il est probablement arrivé à peu près en même temps que Machil. » Les yeux de Jehida-Eyo s'écarquillent légèrement d'anticipation. Qui était-ce? Le subordonné révèle le nom, Sosam du clan d'Henri. La scène change et nous voyons Dong Bong-so, connu sous le nom de Sosam, marchant à travers un village, guidant calmement son cheval. Il contemple sa fenêtre de statue, où tous ses attributs sont marqués de points d'interrogation. Il pense « Les points d'expérience que j'ai gagnés de l'homme que j'ai tué tout près l'autre jour étaient plus élevés que ceux que j'ai tués avant. » Une réalisation froide se fait jour en lui. Cet homme devait être un artiste martial. Il serre les rênes, comprenant mieux le système maintenant. Tuer quelqu'un de plus fort rapporte une plus grande quantité de points d'expérience. Mais si je combats un vrai artiste martial maintenant, je perdrai à coup sûr. Il poursuit sa réflexion stratégique. Même le guerrier le plus faible du clan d'Henri est plus fort que moi. J'ai besoin d'une proie qui puisse combler l'écart entre les roturiers et les artistes martiaux. Tout comme celui que j'ai tué l'autre jour. Soudain, une voix forte et moqueuse fend l'air. Tiens, tiens, tiens. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu. Notre petit Sosam s'est fait beau, hein? Un groupe de voyous bloque son chemin. Leur chef ricane. Et Sosam. Ça faisait un bail. Tu devrais saluer tes aînés quand tu les vois. Dong Bong-so reste silencieux alors qu'il se moque de lui. L'un des voyous se penche, appelant « Et ». Le chef des voyous sourit malicieusement, le défendant sarcastiquement. Pas moyen que notre petit Sosam fasse ça. Les yeux de Dong Bong-so se plissent avec un dédain froid alors que les voyous se rapprochent, sa pensée intérieure dédaigneuse, des voyous de rue. Alors qu'un point vole vers lui, l'un des voyous dit « Peu importe à quel point Sosam était un raté, il reste un membre du clan. » Dong Bong-so sourit intérieurement malgré les coups. A-t-il vraiment vécu sa vie en se faisant bousculer par des ordures pareilles? Un autre coup atterrit alors qu'un voyou hurle de frustration. « Tu nous ignores vraiment. » Le dominant de leur hauteur, les voyous décident de leur prochain mouvement. On dirait qu'on a besoin d'avoir une petite discussion privée avec notre Sosam. Alors qu'il le traîne dans une ruelle sombre, son cheval hennit d'inquiétude. Même en étant traîné, les yeux de Dong Bong-so brillent d'un calcul froid. Pourrais-je tous les tuer ici et faire passer ça pour un suicide? Il continue d'élaborer sa stratégie. Si je mets les corps dans mon inventaire et les jette ailleurs, ça pourrait être possible. Mais si je fais une scène ici, il y a un risque d'être découvert. Il prend sa décision. Et c'est pas comme si j'allais gagner beaucoup d'expérience en les tuant tous. Je vais encaisser les coups pour l'instant et je me débarrasserai d'eux plus tard. Un coup de poing lourd atterrit, et le voyou se moque de lui. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu, mais tu t'es bien empâté. Tu dois bien manger et bien vivre. Juste alors que le passage à tabac continue, une silhouette émerge de l'obscurité, ordonnant « Arrêtez ». Un homme aux cheveux longs et au sourire sournois apparaît, réprimandant les voyous. Je ne vous avais pas dit de l'amener gentiment. Le chef des voyous est instantanément terrifié, bafouillant « Eh monsieur Jango ». Dong Bong-so, levant les yeux du sol, reconnaît le nom. Jango. Jango ignore complètement la situation et s'approche du cheval, caressant sa crinière. Quel beau cheval! Il révèle ses intentions. Notre chef de la Société de l'Ombre est un homme complètement fou de chevaux, alors je pensais lui offrir ce cheval en cadeau. Caressant toujours le cheval, il tourne son regard vers Dong Bong-so et demande « Qu'en penses-tu » Un sourire sinistre et avide s'étale sur le visage de Jango. Dong Bong-so comprend instanten. Une intention de tuer aussi flagrante. C'était donc son but depuis le début.
Il prévoit de me tuer et de prendre le cheval. Cependant, il a choisi la mauvaise personne comme proie. Django remarque son silence et ajoute « Tu sembles avoir beaucoup de choses en tête. » Mais, se penchant tout près, Django le menace d'une voix basse « Je ne demande pas de foi, merde. » Dong Bong-so lève les yeux, son expression totalement imperturbable et défiante. « Alors tue-moi juste. Pourquoi s'embêter à demander 2 fois ?» Le voyou est totalement choqué par cette réponse, s'exclamant « Hein, tu sais parler. » Dans ce moment de choc, Dong Bong-so fait son mouvement, une énergie bleue brillante s'enflammant autour de lui. Alors qu'un vortex de lumière bleue érupte de lui, il prononce un seul mot, inventaire. La lumière brillante s'intensifie, créant une puissante onde de choc. Un cri de douleur résonne dans la ruelle alors que l'énergie engloutit l'un des voyous. Django ne peut que regarder, incrédule, du sang éclaboussé sur son visage en pensant « Juste, comment ?» Du vortex de lumière, Dong Bong-so tire une épée, ses mains cicatrisées mais stables. Les voyous regardent avec horreur alors que le cheval est soulevé dans les airs, attiré dans l'étrange lumière. Une autre puissante explosion d'énergie éclate vers l'extérieur, cette fois teintée d'une lueur rose menaçante. L'un des voyous est projeté en arrière par la force, hurlant à l'agonie « Des chaînes. C'est des chaînes. » Une fenêtre système apparaît devant Dong Bong-so. Murim Online. Félicitations pour la montée de niveau. Nive 1, Nive 2. Une goutte de sueur roule sur le visage d'un voyou, son œil écarquillé de terreur absolue devant la vue qui s'offre à lui. Là où Dong Bong-so se tenait autrefois, il n'y a maintenant qu'une silhouette sombre des monstrueuses crépitant d'une aura tourbillonnante rouge et noire. Le visage du chef des voyous est un masque d'horreur. Un démon. C'est un démon. Hurle-t-il, son premier instinct étant de fuir. Courez. Non. Submergé par la terreur et la rage, il change son ordre. Tuez-le. Bugle-t-il. Tout le monde, tuez ce putain de démon.